Les embûches sur le parcours, embûches sympathiques quand même, puisque nos amis, nous en avons, gilets jaunes, sont encore sur le terrain aujourd'hui et qu'on vous en dira un mot lors du discours de tout à l'heure. Je remercie, comme il se doit, d'abord la sécurité, le DPS, qui est bénévole et qui aujourd'hui est mobilisé pour notre repas. Vous pouvez aussi applaudir l'organisation de ce repas par toutes les mains qui ont œuvré, et elles sont nombreuses, avec Christelle qui est à la manœuvre. Notre ami du FNJ, nouveau, il est où le FNJ? Au fond, là-bas, les jeunes du Rassemblement National. Il ne s'appelle pas FNJ, mais Génération Nation. Vous voyez que j'ai quelques... Et puis, évidemment, avant de remercier d'autres personnes dans la salle, à tout seigneur, tout honneur, je remercie la présence amicale de notre député du Nord, Sébastien Chenu. Qui vous fera son discours pendant le repas et que vous pouvez voir pratiquement tous les jours et à toutes les heures à la télévision. Non, je plaisante, mais... Et pas que, c'est un des plus assidus à l'Assemblée aussi, même la nuit. Mais il est jeune encore, c'est pour ça. Mesdames et messieurs, tous les élus locaux, parce que nous en avons, municipaux, et aussi les élus régionaux, ça fait 3 ans aujourd'hui que nous avons été élus au Conseil régional d'Occitanie, Pays catalan, et nos 3 élus sont dans la salle, et laissez-moi vous dire qu'ils mènent un travail avec Julien Sanchez remarquable pour lutter contre les socialistes et leurs alliés. À ce propos, le 19 janvier, à 19h30, à la salle Bartissol à Perpignan, Julien Sanchez viendra faire une réunion de compte rendu de mandat. Notez-le, parce qu'ils ont beaucoup de choses à vous raconter, puisque la presse, évidemment, ne fait pas son travail et ne communique jamais tout ce qui est fait à l'Assemblée régionale, alors que nous sommes, je vous signale, le premier groupe d'opposition, puisque je rappelle que nous avons largement été devant les LR à l'époque et que nous avons 40 élus qui se battent face, il faut bien le dire, à une présidente de région qui ne se distingue pas par sa modération, c'est le moins qu'on puisse dire. J'en profite aussi parce que c'est important et que nous avons d'excellents rapports avec eux, nos amis de Debout la France et son délégué départemental, qui est où? Damien, tu peux te lever qu'on te voit. Voilà. Damien Manel. Et j'en termine avec les remerciements de nos amis de Roussillon Magazine, emmenés par le dynamique Jean-Marie Palma, qui doit être l'un de ses où. On les salue aussi, ils sont là-bas. Bonjour. Donc je vous souhaite un bon repas de Noël, un discours tout à l'heure de notre ami Sébastien, et entre-temps, je remettrai un certain nombre de médailles de l'Assemblée nationale à des militants qui, cette année, se sont particulièrement distingués par leur présence sur le terrain, parce que nous aussi, on est favorable à la méritocratie, et ils méritent tous nos encouragements et une récompense. Merci à toutes et bon appétit. Olive, dish molle. Et un peu plus vite, s'il vous plaît. J'appelle Édouard Guébard.
Frailleville. Éric Dalacroix. J'y vois rien, il n'est pas là non plus. Bon. Florian Taurin. Émile Calas. Il n'est pas là? Christelle Masferrer. Catherine Bélorger. Olivier Brosé. Ou Brosette. Sandrine Dogor. Jean-Claude Pinger. Et Michel Guillemot. À toi, là. Tu peux me présenter la médaille. Alors je vais, à la demande de votre député favori, vous présenter donc la médaille que Louis Alliot a le plaisir de remettre aux militants ou responsables de votre Fédération des Pyrénées-Orientales. C'est la médaille de l'Assemblée nationale et c'est, je crois, un geste de reconnaissance que tu souhaites avoir envers celles et ceux qui, à un moment, ont choisi de s'engager pour défendre nos idées et de ne pas rester simplement passifs vis-à-vis d'un pays qui a tendance à évidemment prendre de mauvais chemins. Et c'est une façon de témoigner de la reconnaissance de la nation, de la République, en tous les cas des représentants de la nation, à celles et ceux qui à un moment s'engagent. Félicitations. Tu commences. Sébastien, tu commences en bas et moi je vais commencer. Ça c'est sûr. Et après vous chantez. Hein. On peut les applaudir, merci. On essaiera comme ça de faire, de récompenser, je sais qu'il y en a d'autres, ils m'excuseront, mais il faut bien faire des choix à un moment donné, une autre promotion au moment des vacances d'été, et on essaiera d'y ajouter quelques autres agréments, on va dire, que l'Assemblée nationale nous permet. Vous savez, on a beaucoup souffert de ne pas être pendant longtemps à l'Assemblée nationale. Donc maintenant que nous y sommes, si nous pouvons faire partager un peu de ce qui est la maison du peuple à ceux qui, précisément du peuple, défendent leurs idées, les valeurs pour la France et les Français, eh bien nous le ferons avec honneur et fidélité. Merci. Bien, monsieur le député, mon cher Louis Alliot, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, chère Marie-Thérèse, chère Sophie, cher Xavier, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades. Je dis toujours chers camarades,
et c'est peut-être ce qui signe mon appartenance à la culture du Nord, à cette culture ouvrière dans laquelle les gens s'appelaient camarades. Mais pour moi, elle résonne également comme celle de camarades de combat que nous sommes, puisque vous avez fait le choix, nous avons fait le choix, chacun à la place qui est la nôtre, de nous engager, de ne pas rester passifs face à ce que nous pouvons appeler peut-être pas encore l'effondrement de notre pays, mais en tout cas un certain avachissement qui fait que nous avions eu envie de nous engager pour ne pas simplement regarder passer les trains. Je suis heureux, en tous les cas, d'être parmi vous dans les Pyrénées-Orientales. Je n'y viens pas très souvent puisque je viens de l'autre bout de la France, exactement à l'opposé de vous. Mais j'ai plaisir à venir vous saluer parce que d'abord, j'ai l'impression que nos circonscriptions, nos départements se ressemblent. Ils se ressemblent en termes électoraux. Le département du Nord comme le département des Pyrénées-Orientales, et c'est à vous que nous le devons, ont envoyé chacun un député du Rassemblement national à Paris porter la parole des Françaises et des Français que nous sommes. Ces deux départements se ressemblent parce qu'on y fait évidemment des scores importants, parce que la sociologie même de ces départements les fait se ressembler, être jumeaux, parce que ce sont des départements frontaliers. Vous avez une chose de plus que nous dans le Nord, vous avez la proximité de la Jonquère, ce que nous n'avons pas, et j'ai cru comprendre qu'elle pouvait rendre quelques services parfois. Donc je dois dire que alors c'est pas pour ça que je suis venu d'ailleurs dans les Pyrénées-Orientales. Aucune motivation de ce côté-là, simplement la capacité évidemment de répondre à l'invitation de mon ami Louis Alliot, qui est un parlementaire redoutable. Louis Alliot, je le dis parce qu'évidemment, lui parle des autres et les accueille avec la faconde qui est la sienne, avec la gentillesse qui est la sienne. C'est un parlementaire redoutable. Il connaît par cœur la mécanique parlementaire, il connaît par cœur les réflexes de nos adversaires politiques, ce en quoi il est redouté par cette majorité dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Mais vous pouvez, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, être fiers de compter Louis Alliot pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas venir non plus ici sans avoir une pensée pour nos amis, je sais qu'ils sont nombreux, français pieds noirs, pour des raisons affectives, familiales. Je veux les embrasser et leur dire toute mon affection, car je sais le combat qui est le leur depuis tant d'années, qui est simplement le combat de la France. Et puis, si je n'avais eu qu'une raison pour laquelle venir dans les Pyrénées-Orientales, ce serait celle qui consisterait à vous dire merci. À vous dire merci d'abord à titre personnel, parce qu'évidemment, je vois dans cette assemblée des hommes et des femmes engagés depuis longtemps sous les couleurs de la cause nationale, depuis longtemps pour certains au Front National. Et moi qui ai pendant des années milité dans une autre famille politique, moi j'ai été militant UMP, aveugle probablement pendant de longues années, eh bien j'ai fait le choix de rejoindre les militants de la cause nationale, car j'ai compris que seul l'intérêt général, l'intérêt de la France, était facteur de leur motivation. Je veux donc dire à celles et ceux qui sont engagés depuis si longtemps dans cette cause nationale ma gratitude, car s'ils n'avaient pas ouvert la porte, je ne serais pas aujourd'hui député pour défendre les mêmes idées que vous. Enfin, vous dire merci parce que nous sortons d'une année électorale qui fut éprouvante et qui fut, il faut bien le dire, historique. La campagne des élections présidentielles, certes, n'a pas été couronnée du succès que nous espérions, c'est-à-dire la victoire. Car évidemment, arriver numéro 2 à l'élection présidentielle ne nous donne qu'une satisfaction de second ordre. Nous ne présiderons pas aux destinées de notre pays, et nous l'avons bien compris, les médias nous ont bien rappelé qu'évidemment, si nous étions au second tour, mais que nous n'avions pas gagné la présidentielle, c'est que nous l'avions perdue. Certes, nous n'avons pas gagné cette élection présidentielle, mes chers amis, que de chemin fait pendant toutes ces années, pendant tous ces mois, et en particulier pendant cette année électorale. Moi, je suis, comme chacun d'entre vous, un militant. Je suis aujourd'hui un militant qui a été élu député, mais je reste un militant. Et je sais ce que militer veut dire. Je sais les efforts qui ont été faits par tous pour pouvoir faire triompher nos idées. Vous avez collé, vous avez distribué, vous avez convaincu vos amis, vos familles, vos voisins, vos relations professionnelles. Vous avez parlé sur les réseaux sociaux, vous vous êtes démenés et vous avez réussi à faire en sorte qu'un électeur français sur 3 soit allé voter le dimanche du second tour
pour Marine Le Pen. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est historique. S'il y a quelques années, on avait dit à vous qui étiez les plus anciens dans le mouvement qu'un jour, eh bien, 35% des électeurs, un électeur français sur 3 serait allé voter pour Marine Le Pen, eh bien, je crois que vous auriez signé dès le début parce qu'évidemment, tout ça était inattendu ou n'était peut-être pas forcément inscrit vu les obstacles qui ont été dressés devant nous pendant tant d'années, un électeur français sur 3, et ça c'est aussi le résultat de notre travail collectif. Un électeur français sur 3 a cru en nos idées malgré les murs du fric, les murs de la haine politique, les murs des partis politiques, les murs des mensonges. Nous avons convaincu un électeur français sur 3. Il nous reste encore un petit bout de chemin, 4 ans, pour en convaincre 1 sur 2. Mais ce résultat, chers amis, il était historique. Et puis merci aussi de cette campagne législative. J'ai rencontré les candidats ici qui ont porté nos couleurs, je les connais. Cette campagne législative, elle a eu plusieurs mérites, évidemment, d'envoyer 7 députés aux couleurs du Rassemblement national à l'Assemblée nationale qui, avec la faiblesse de nos moyens, c'est-à-dire pas de temps de parole, pas de groupe, moins de collaborateurs que les autres, le mépris du pouvoir en place, eh bien ces 7 députés mènent le combat nuit et jour. Louis l'a rappelé, car la vie d'un député, c'est aussi de mener le combat la nuit, lorsque les médias ne sont pas là et que le gouvernement tente de faire passer un certain nombre de lois dans la discrétion la plus totale. Eh bien, le travail que ces 7 députés ont fait a d'abord permis de faire mentir une analyse, une fausse analyse de la presse qui était celle du plafond de verre. On nous a vendu pendant des années qu'il y avait un plafond de verre. Vous savez, c'était cet argument qui consistait à dire « Ne votez pas pour les candidats du Front National hier, du Rassemblement National aujourd'hui, parce que de toute façon, ils n'arrivent jamais à passer, ils ne réussissent jamais à passer, ils ne font jamais 50%. » Eh bien si, nous avons pu démontrer dans 7 circonscriptions que nous avions fait exploser ce plafond de verre qui donc n'existait pas. Certes, c'était peut-être 7 circonscriptions particulières où nos résultats étaient depuis longtemps très bons, mais si on a pu le faire dans 7 circonscriptions, c'est qu'en fait, on ne peut le faire dans 10. Moi, j'avais dans le Nord, et peut-être vous aussi dans les PO, des circonscriptions où nos candidats ont terminé à 48-49%, des circonscriptions qui ont terminé à 46 ou 47%. C'est-à-dire que si on peut le faire dans 7, dans 10 circonscriptions, on peut le faire dans 30, dans 40, dans 50, dans 100 circonscriptions. Ce qui se passe dans ces cas-là, ce n'est pas le plafond de verre qui explique le résultat, c'est la puissance de l'élection présidentielle. Celui ou celle qui gagne l'élection présidentielle gagne évidemment une majorité, car les Français ne se contredisent pas un mois après et donnent une majorité à leur président. Je sais que dans 4 ans, lorsque Marine Le Pen sera élue, alors il y aura 4 députés du Rassemblement national dans les PO. Et nous sommes 1 an et demi après l'élection d'Emmanuel Macron. Qui eût cru qu'un an et demi après, nous en serions à nous dire que le désenchantement est tel qu'il produit même de la désespérance. Les conséquences de la colère sont toujours plus graves que ses causes. C'était Marc Aurèle qui écrivait cela. Eh bien, je crois que les conséquences de la colère des Français seront plus graves encore que les causes de cette même colère. Oui, les Français ne pardonneront pas à Emmanuel Macron, et j'y reviendrai, d'être le président menteur, d'être le président qui trahit le pays qui l'a élu, alors qu'on nous avait vendu une toute autre finalité. En réalité, nous avons découvert un président qui ne protège pas les Français. J'allais dire finalement, s'il n'y avait qu'une fonction que devait avoir le président de la République, ce serait celle de protéger son peuple. Il y a des dirigeants politiques partout sur la planète qui font ce choix. On peut ne pas partager leurs orientations politiques, c'est le problème de leur peuple, c'est le problème de leurs électeurs. On peut les aimer ou ne pas les aimer, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de leurs électeurs. Mais force est de constater qu'ils font le choix de protéger leur peuple. Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahou, Donald Trump ont comme intérêt de protéger leur peuple, leur économie et leur identité. Et vous avez celles et ceux, pour prendre une phraséologie qui n'est pas très agréable, vous avez des dirigeants qui, eux, font le choix de laisser ouverte à tous les vents leur peuple, leur économie, leur identité. Monsieur Trudeau,
Madame Merkel et évidemment Monsieur Macron. Eh bien, nous avons découvert, nous le savions déjà car nous ne sommes pas dupes, nous avons découvert qu'effectivement Emmanuel Macron laissait notre pays, la France, ouverte à tous les vents, que ce soit son économie, que ce soit son identité, que ce soit son histoire. Oui, aujourd'hui, notre pays est ouvert à tous les vents et les Français se sont aperçus que ce président n'était pas là pour les protéger car il ne défend pas des idées, mais il défend des intérêts. Le président de la République a fait des choix. Le plus criant lorsqu'il s'agit de la protection des Français, et vous le subissez comme nous le subissons dans le Nord, c'est cette politique migratoire. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il est très important de revenir dessus entre nous, car nous, il y a bien longtemps que nous sommes convaincus des choix qu'il faut faire en ce qui concerne les politiques migratoires menées dans notre pays. Emmanuel Macron a fait d'autres choix. Il a choisi de privilégier l'Europe, il a choisi de privilégier d'autres intérêts que ceux de son peuple. Et aujourd'hui, notre pays vient de voter à l'Assemblée nationale, et Louis Alliot, comme les députés du Rassemblement national, ont voté contre, un seul budget en hausse cette année de 14%, ou plutôt le budget qui est le plus en hausse cette année de 14%, ce n'est pas le budget de la santé, ce n'est pas le budget de l'éducation, ce n'est pas le budget de l'agriculture, c'est le budget de l'accueil des immigrés. Alors oui, vous savez, Charles Péguy écrivait « Regardez bien ce peuple, bientôt vous ne le verrez plus. » Oui, chers amis, regardons bien notre peuple, parce que si nous laissons les clés de notre pays à Emmanuel Macron, aux gens qui partagent son idéologie, eh bien, dans quelques temps, la France n'existera plus telle que nous le souhaitons, telle que nous l'imaginons et telle que nous l'aimons. Ce n'est pas un procès en sorcellerie que nous faisons à Emmanuel Macron. Lorsque dans notre pays arrivent chaque année 250 000 immigrés légaux, auxquels vous ajoutez 300 000 immigrés illégaux, dont nous savons d'ailleurs qu'ils sont 300 000 parce que tout simplement les prestations sociales, l'AME, entre autres, etc., nous donnent des chiffres et des marqueurs et que nous savons très bien combien il y a de gens en situation totalement irrégulière sur notre pays. Donc lorsque chaque année, vous faites entrer 500 000 personnes qui n'ont ni la vocation à s'installer en France, ni même à s'y attacher, qui ne partagent ni nos valeurs, ni l'amour de notre pays, ni la volonté de tirer notre pays vers le bas, mais pour beaucoup d'entre eux simplement de profiter de ce que notre pays a fabriqué des années durant, eh bien alors oui, je crois que notre pays est en danger et c'est bien le premier des reproches que nous pouvons faire à Emmanuel Macron. Un des corollaires évidemment de cette immigration qui n'est pas jugulée, cette immigration qui est encouragée, eh bien c'est Gérard Collomb qui en a le mieux parlé, c'est celui de l'ensauvagement de notre société. Un président de la République qui renonce à protéger les siens, qui renonce à protéger son peuple, qui laisse les forces de l'ordre aller castagner les gilets jaunes plutôt qu'aller castagner la racaille dans les banlieues, eh bien est un président qui ne protège pas son peuple. Le président de la République commet d'autres fautes, il en commet d'autres fautes en laissant le terrorisme islamiste se propager. J'ai été saisi la semaine dernière, je le disais à Louis et à Marine Le Pen, dans le discours d'Édouard Philippe, enfin la semaine dernière, cette semaine, pardon, dans le discours d'Édouard Philippe suite à l'attentat islamiste de Strasbourg, à aucun moment un dirigeant du gouvernement ou un député de la majorité n'a osé associer au mot terroriste l'adjectif islamiste. Il s'agit pourtant bien de cela. Et de toute façon, les médias qui essayent toujours de minimiser les choses le savent très bien. On a mis beaucoup de temps à nous donner l'identité de cet individu, mais les Français, pleins de bon sens, ont très vite compris, encore une fois, qu'ils étaient victimes de ce terrorisme islamiste. Eh bien, ce terrorisme, il y a des moyens de l'éradiquer. On le sait très bien. Et nos solutions, un jour, ils y viendront, parce qu'elles sont pleines de bon sens. Parce que lorsque vous êtes un étranger fiché S sur le territoire français, vous n'avez rien à faire sur le territoire français. Parce que lorsque vous êtes un binational fiché S, vous n'avez rien à faire avec la nationalité française et donc rien à faire sur le territoire français. Et lorsque vous êtes un Français fiché S, c'est-à-dire qui complote avec l'ennemi, avec des gens qui veulent nous faire tomber, alors vous devez être traduit immédiatement devant les tribunaux plutôt qu'être laissé en liberté lorsque vous avez commis 27 infractions à l'âge de 29 ans. Que foutait ce type dehors? Mais Emmanuel Macron est habité par une idéologie. Cette idéologie, je viens d'en parler, c'est évidemment celle de l'accueil sans
limite de toutes les populations du monde, cette espèce de grand déménagement de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord, qui n'est une solution ni pour nous, ni même pour les hommes et les femmes qui habitent l'hémisphère sud et qui crèvent parfois de faim. On a bien compris, nous ne sommes pas des salauds. Nous savons qu'un homme qui a faim, il essaiera de s'en sortir et de traverser les océans et les déserts pour s'en sortir. Mais le problème n'est pas celui-ci. Le problème, c'est que nous ne sommes plus en capacité d'accueillir cette misère et que de l'autre côté, je ne crois pas toujours que ce soit des gens qui ont faim simplement qui viennent ici, mais je crois que ce sont des gens qui sont intéressés par la protection sociale, le système social que promet et que notre pays a construit patiemment pendant des années et qui les fait rêver. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus, nous n'avons pas vocation à accueillir l'hémisphère sud dans l'hémisphère nord. Eh bien, le président de la République, pourtant, a décidé que ce n'était pas suffisant. Le pacte de Marrakech a été signé sous ce nom assez poétique, parce que finalement, Marrakech, ça peut faire rêver. Quand on pense à aller à Marrakech en vacances, on trouve ça plutôt sympathique. Mais ça ne veut pas dire qu'on a envie d'avoir Marrakech dans chacun de nos quartiers français. Or, le problème, c'est qu'avec ce pacte de Marrakech, c'est Marrakech qui va venir s'installer dans chacun de nos quartiers. Ce pacte, il a été signé par un obscur secrétaire d'État du gouvernement Macron, et ce pacte, il va encourager les migrations et en faire une espèce de droit fondamental, un nouveau droit de l'homme. Vous aurez le droit, et le pays qui n'acceptera pas pourra être à terme traduit devant les tribunaux, vous aurez le droit de vous installer là où vous le souhaitez, en dépit des législations, en dépit des envies des peuples concernés. Ce pacte a été signé. Aujourd'hui, il n'est pas obligatoire, mais je ne vous donne pas quelques mois pour que des avocats viennent plaider la cause de gens à qui des États auront refusé de s'installer en disant « cet État ne peut pas refuser à tel immigré de s'installer car le pacte de Marrakech lui permet et il faut s'y référer ». Emmanuel Macron a commis une faute. Je crois que cette faute, il va la payer très très cher dans les mois qui viennent, plus cher, je l'espère, que le peuple français. Emmanuel Macron ne protège pas les Français, mais il les expose à tous les dangers. Il a modifié, cassé, traficoté le Code du travail, la SNCF, un certain nombre d'autres impôts, je pense à l'IFI, etc. Pour quel résultat ? Car le problème de la politique d'Emmanuel Macron, qui consiste à tout déboulonner, à tout dévisser, à toucher à tout au prétexte de réformer, c'est que le résultat n'est pas à la hauteur. La SNCF a été soi-disant réformée. 9000 km, je crois, de rails seront fermés, je crois, en Occitanie. Je parle sous le contrôle des élus régionaux. Il y a des lignes SNCF qui, chaque semaine, sont fermées. Il a touché au Code du travail. Le chômage a continué à augmenter. On nous avait dit que c'était l'alpha et l'oméga pour évidemment que l'investissement économique reparte. Ce que nous avons vu, c'est que le chômage continuait à augmenter. Il y a plus de chômeurs aujourd'hui que lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé aux manettes. Emmanuel Macron dévisse tout car il est habité par une idéologie qui est celle, j'allais dire, du changement absolu. Il considère que nous ne devons être attachés à rien. On l'a bien compris lorsqu'il s'agit de l'attachement à la nation. Mais pour Emmanuel Macron, si vous êtes routier le lundi à Lille, vous devez pouvoir devenir esthéticienne le mardi à Perpignan. Avec Emmanuel Macron, tout est interchangeable. Dans cette société, vous devez pouvoir changer de boulot, de sexe, de ville, de famille en 24 heures, car c'est ça le changement magnifique. Parce que lui, dans son logiciel, il passait de Paris à New York sans aucun problème. Il pense que vous pouvez passer de Lille à Perpignan. Moi, je ne l'ai pas fait en 24 heures, je l'ai fait en un peu moins de temps. Et vous devez abandonner ce qui vous structure, ce qui fait la solidité de vos vies, de vos repères, en très peu de temps, parce que c'est cette interchangeabilité qu'il habite. Or, cette interchangeabilité, elle est en réalité l'opposé. Elle est en réalité le danger qui menace nos sociétés qui ont tant besoin d'ancrage. Oui, nous avons des ancrages. Oui, nous sommes des femmes qui nous levons le matin, qui avons créé des familles, qui avons des métiers entre les mains, qui avons des équilibres sur les villes, sur les communes. Et nous ne sommes pas prêts à voir tout ça changer en 24 heures. Emmanuel Macron, non seulement ne protège pas les Français, mais il les expose à cette philosophie de l'interchangeabilité qui, je crois, est mortifère pour nos civilisations. Et puis, il les expose à travers cette casse sociale. On peut maintenant parler de casse sociale à laquelle ont répondu les Gilets jaunes. Et j'en redirai un mot si vous me le permettez. Emmanuel Macron a choisi
des chemins. On peut faire d'autres politiques. C'est d'ailleurs tout ce qui nous habite en ce qui nous concerne, nous les militants du Rassemblement national. C'est montrer aux Françaises et aux Français qu'il y a une autre politique qui est possible, que cette autre politique, elle fonctionne ailleurs, qu'elle porte des résultats. Quand je vois les taux de popularité de Matteo Salvini en Italie, quand je vois la façon dont Donald Trump finalement a gagné ses élections de mi-mandat, eh bien, quand je vois que Theresa May n'a pas été renversée, contrairement à ce que tous les journalistes nous avaient dit évidemment, eh bien oui, il y a un chemin, il y a de la place pour une autre politique et elle peut fonctionner et elle peut rendre les peuples heureux. C'est en tout cas ce qui se passe en dehors de nos frontières. Eh bien Emmanuel Macron, lui, il a fait d'autres choix avec d'autres victimes. Cette obsession d'aller chercher dans la poche des retraités les dividendes qui lui serviront à augmenter de 14% le budget de l'immigration est indécente. Moi, je vous le dis, je viens d'un département très pauvre, et je crois que les Pyrénées-Orientales ne sont pas un département très riche, eh bien, dans lequel je trouve indécent d'aller taxer à travers la hausse de la CSG les retraités, celles et ceux qui ont construit le système dont certains veulent profiter aujourd'hui. Je ne sais pas, pour tout vous dire, ce que les retraités ont fait à Emmanuel Macron. Je me pose toujours la question, puisque lui-même partageant la vie d'une retraitée, je pense qu'il pourrait... Elle n'est peut-être pas retraitée dans tous les domaines, mais je pense qu'il pourrait en prendre soin. Mais en tous les cas, je suis bien persuadé d'une chose, c'est que ce discours qui consiste à dire aux Français « serrez-vous la ceinture et faites de la place, il y en a d'autres qui arrivent », il n'est plus entendable, il n'est plus supportable, et une majorité de Français ne l'accepte plus. Enfin, Emmanuel Macron nous avait dit qu'il serait un président exemplaire. Là encore, la liste des avanies, la liste des affaires qui touchent tant de membres du gouvernement, je rappellerai peut-être quelques noms qui sont sortis pour cause d'affaires, Madame Bayrou, Monsieur Bayrou, Madame de Sarnez, Madame Goulard et d'autres, celles et ceux qui sont, Madame Nyssen, qui était ministre de la Culture, celles et ceux qui sont encore mêlés à des affaires et qui sont au gouvernement, Madame Pénicaud, etc., n'ont rien à envier à toutes celles et à tous ceux qui, pendant 30 ans, ont gouverné le pays en s'en mettant davantage dans les poches que dans les poches des Français. Monsieur Macron nous avait dit qu'il ne nommerait pas ses amis. Il a pourtant fait le chemin avec Monsieur Benalla, qui, le moins qu'on puisse dire, était un de ses amis qui cherchait plus à protéger Emmanuel Macron qu'à protéger les Français, comme aujourd'hui le fait d'ailleurs Christophe Castaner, qui est plutôt un ministre de l'Intérieur chargé de la protection de la vie d'Emmanuel Macron que de la protection des Français. Enfin, Emmanuel Macron nous avait dit la bienveillance, nous avait dit qu'il écouterait le peuple de France, et on a vu un président orgueilleux, on a vu un président méprisant qui partout sur la terre a réussi à insulter les Français, à chaque déplacement, à l'étranger en particulier, c'est tellement plus simple. On a vu un président qui a été atteint de ce syndrome qu'on décrivait dans la philosophie grecque à travers l'hubris, c'est-à-dire cet orgueil absolu. On oublie de dire qu'il était souvent suivi de la dikée, c'est-à-dire du châtiment du peuple. Face à l'orgueil, un jour ou l'autre, et c'est ce qu'on a vu probablement avec les Gilets jaunes, le peuple se réveille et rappelle à celui qui l'a envoyé diriger les affaires du pays, qui n'est que notre représentant, qui n'est qu'à notre service, et pas l'inverse. Emmanuel Macron nous a donc menti sur toute la ligne. On nous avait promis un nouveau monde, on nous avait promis un président qui gouvernerait à l'horizontale, en écoutant, en co-construisant ses réformes, en étant à l'écoute du peuple de France. On a vu l'inverse, un président vertical, un président méprisant, un président hautain et une majorité qui n'a rien à lui envier. Car ce que nous avons vu aussi pendant cette année et demie, c'est presque 18 mois, c'est une majorité à l'œuvre. Et là, je dois dire qu'avec Louis Alliot, nous avons découvert nos collègues avec stupéfaction. Moi, je vais vous dire, lorsque je suis arrivé, lorsque j'ai été élu député, Louis Alliot avait déjà été député européen, moi je suis député pour la première fois, je me suis dit, en voyant cette assemblée d'hommes et de femmes rajeunis, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de gens venus de la société dite civile, c'est-à-dire des gens qui avaient, pour la plupart d'entre eux, réussi de très beaux parcours dans leur vie professionnelle, je m'étais dit, eh bien, si c'était nous qui n'avions rien compris, si c'était nous qui, avec nos vieux partis politiques, étions passés à côté d'une réalité qui nous sautait aux yeux, à travers l'arrivée de toute cette énergie nouvelle, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous ringardiser? Eh bien, je peux vous dire qu'un an et demi après, non seulement je pense que nous ne sommes pas passés à côté de grand-chose en ce qui nous concerne, mais qu'eux nous emmènent à la dérive et eux nous emmènent à l'échec si nous les laissons faire encore trop longtemps. La majorité des députés En Marche est une catastrophe. Il faut que vous le sachiez, car si vous avez un député qui porte la voix des Pyrénées-Orientales à l'Assemblée nationale, il est bien le seul. Moi, j'ai regardé
le travail des 3 autres députés des Pyrénées-Orientales. Monsieur Gros, Madame Guette, Monsieur Cazeneuve, parce qu'en fait, il faut bien les citer puisque personne ne les connaît. Ces gens-là ont chacun déposé en 18 mois 9 propositions de loi et rédigé 12 interventions, chacun. Vous vous rendez compte de la faiblesse du travail, vous vous rendez compte qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas là pour porter la voix des Pyrénées-Orientales, ne sont pas là pour défendre un département, ne sont pas là pour apporter des solutions, ne sont même pas là pour contribuer à la construction de la loi. Ils se sont transformés immédiatement en machines à voter, en godillots soumis qui, lorsqu'on prononce le nom d'Emmanuel Macron, ont des étoiles dans les yeux, qui se lèvent dès que ce nom de famille est prononcé dans l'hémicycle, mais qui pour le reste sont des bons à rien. Car la majorité des députés En Marche, non seulement sont des incapables, je le dis sans aucun complexe, ce sont des incapables, ce sont des inutiles, mais ils encombrent la démocratie de leurs avanies. Ils encombrent la démocratie car on les a vus aussi à l'œuvre, les députés En Marche. Et je le dis en parallèle de ce qu'on peut parfois faire comme reproche aux représentants du Rassemblement national. On a vu cette députée qui mordait les chauffeurs de taxi. Particularité assez intéressante d'une députée parisienne d'En Marche. On a vu un député En Marche fracasser à coups de casque son adversaire politique au point de l'envoyer 3 mois dans le coma. Monsieur El Guerab, puisque c'est lui, il est toujours député. Il est toujours à l'Assemblée nationale. On l'a croisé à la buvette cette semaine, parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et je me dis toujours, mais si Louis Alliot avait fracassé à coups de casque de moto son adversaire, est-ce qu'il aurait pu demeurer sur son fauteuil de député à l'Assemblée nationale, ou est-ce que BFM et l'ensemble de la presse n'auraient pas fait le siège de son domicile jusqu'à ce qu'il démissionne de son mandat? Nous avons vu ces députés En Marche qui faisaient des affaires en faisant visiter l'Assemblée nationale et en faisant payer les visites de l'Assemblée. Nous avons vu dernièrement une députée En Marche qui s'est plainte parce que 40 types ont envahi sa maison, 40 gilets jaunes ont envahi sa maison. Oh, qu'elle se rassure, ils n'ont fait aucun dégât, ont envahi sa maison, et qui a fait lever l'hémicycle de La République En Marche, le député de la majorité, en signe de soutien. Comme le disait l'un de nos collègues, c'est quand même pas Verdun. Quand on est des opposants, comme nous le sommes depuis si longtemps, à ce système qui a servi les Français, sincèrement, ça nous passe un petit peu au-dessus. On n'est pas dans ces, j'allais dire, dans ces chochoteries-là. Ça fait bien longtemps que nous on sait ce que c'est que le combat politique. Et s'il avait fallu qu'un hémicycle se lève, ça n'aurait peut-être pas été pour l'envahissement d'un jardin par 40 gilets jaunes, mais ça aurait été probablement pour les députés courageux du Rassemblement national qui, partout où ils ont été élus, ont défendu l'intérêt de la France et partout pendant des années se sont fait cracher au visage. Voilà ce qu'est la majorité des députés En Marche. On nous avait dit, avec Marine Le Pen, ce sera le chaos. On l'a entendu combien de fois? Je n'ose pas voter Marine Le Pen parce que j'ai peur que ce soit la guerre civile. Ne votez pas Marine Le Pen parce qu'il y aura du grabuge dans les quartiers. Ne votez pas Marine Le Pen parce que la France sera à feu et à sang. Qui est au pouvoir? Où en sommes-nous? Plus jamais je ne veux entendre, et plus jamais, promettez-le nous, chers amis, chers camarades, ne laissez diffuser ce discours de celles et ceux qui veulent simplement ne pas nous voir arriver aux responsabilités et font peur aux Français, alors que nous avons des solutions pour sortir les Français du merdier dans lequel on les a mis depuis 30 ans. Alors sur qui les Français vont-ils pouvoir compter? Sur la France insoumise? Je rappelle que pendant les 6 premiers mois du mandat, on nous a dit que Jean-Luc Mélenchon était le premier adversaire, l'adversaire incontestable d'Emmanuel Macron. Il était son opposé. On a découvert M. Mélenchon dans l'hémicycle et son aimable groupe de la France insoumise, composé de punks à chiens et d'extrémistes de gauche. M. Mélenchon doit être à peu près le plus à droite de son groupe. Autant vous dire, la bande d'illuminés qui siègent dans cette assemblée avec lui, qui ont 2 obsessions, l'accueil inconditionnel des migrants et moins de budget et de subventions pour les forces de l'ordre dans notre pays. Ce sont les 2 obsessions des députés de la France insoumise. Alors pendant 6 mois, il a fallu se fader avec les médias, la France insoumise comme adversaire numéro 1 d'Emmanuel Macron. On a tout entendu. Qu'ils étaient formidables, ils avaient le droit à tout l'espace médiatique. Dès qu'Emmanuel Macron bougeait un orteil, on les filmait, ils étaient là, ils savaient s'opposer, ils arrivaient dans l'hémicycle sans cravate, formidable, un signe d'opposition extraordinaire. Ils nous ont tout fait, ils ont sorti les boîtes de pâtes dans l'hémicycle pour montrer que le pouvoir d'achat reculait. Un courage incroyable, ces députés de la France insoumise, en réalité, de la politique spectacle comme on en faisait il y a 30 ans.
Les députés de la France insoumise sont une bande de guignols d'extrême gauche qui n'amènent rien à la vie politique, mais qui simplement utilisent les médias à leur service. Cette politique spectacle, chers amis, elle n'est plus à l'ordre du jour si on veut conquérir le pouvoir. Moi, je le dis parfois, je dis si mardi, par exemple, j'arrive à l'Assemblée nationale torse nu, je pense que quelques médias vont s'y intéresser immédiatement. BFM va immédiatement filmer, je sais ce qui va se passer immédiatement après, je vais recevoir des dizaines de milliers de courriers de félicitations en disant c'était magnifique, c'était pourquoi n'est-il pas allé jusqu'au bout, pourquoi juste le haut, pourquoi... Bon, je sais ce qui va se passer. La réalité, c'est qu'une fois que j'aurais fait ce coup de politique spectacle, aurais-je servi nos idées, aurais-je servi notre mouvement, ou est-ce que nous serions passés tout simplement pour des guignols et des baltringues comme l'est la France insoumise? Oui, la politique spectacle, ce n'est pas le chemin que nous avons choisi. Nous avons choisi de travailler sérieusement. Je vous le dis, avec peu de moyens, mais nous combattons pied à pied ce gouvernement. Nous faisons des propositions, elles sont toutes refusées par la majorité, mais nous avons choisi de donner du crédit à nos propositions politiques parce que c'est ce que les Français demandent. Les Français vont avoir besoin de nous. Ils ne pourront pas compter sur les Républicains. Nous les voyons, les élus des Républicains, très sympathiques, ils sont toujours prêts à nous taper dans le dos pour nous féliciter après un discours parce qu'ils pensent à peu près comme nous. Mais lorsqu'il s'agit de monter au front, d'aller voter quelque chose, ils ne sont jamais là. Nous avons proposé la suppression du droit du sol. C'est dans leur programme, depuis peu de temps. C'est dans leur programme. Ils ne l'ont pas voté. Nous avons proposé un certain nombre de dispositions qui ne coûtaient pas 1 euro contre le terrorisme, qu'on puisse donner par exemple l'identité des fiches S aux maires des communes. Ils ne l'ont pas voté. Le problème des Républicains, c'est qu'ils ne sont jamais au rendez-vous du courage. On ne peut pas compter sur eux. C'est devenu un parti de notables, c'est devenu un parti de notables de province qui simplement se tapent sur le ventre et qui cherchent à obtenir et à conquérir le pouvoir uniquement pour le garder et non pas pour changer les choses. Alors les Français vont avoir besoin de nous. Ils vont avoir besoin de nous parce qu'il faut bien le dire, 1 an et demi après ces élections présidentielles, si on nous avait dit qu'on en serait là, là aussi je crois qu'on aurait signé. Nous avons tout supporté en 1 an et demi et croyez-moi, et vous le savez bien, ça n'a pas été si simple. Nous avons dû, évidemment, supporter les commérages, les commentaires sur la qualité du débat de Marine Le Pen. Marine Le Pen s'en est expliquée elle-même, et je crois que peut-être manquer un rendez-vous avec les Français est quelque chose de difficile, mais manquer un quinquennat avec les Français est quelque chose de coupable. C'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Nous avons dû supporter, c'est pour ça, ne nous laissons plus faire non plus là-dessus, ça suffira bien. Nous avons dû supporter des départs pour des raisons différentes. Nous avons vu partir Florian, nous avons vu repartir Marion. Moi, je le dis parce qu'on se le dit entre nous, pourquoi pas se le dire publiquement. Et c'est vrai que ça a été pénible à voir, quelles que soient les raisons. Mais nous avons dû supporter aussi ce gouvernement qui nous a harcelés. Nous avons dû supporter les persécutions judiciaires, les persécutions financières, des mois entiers, 6 mois sans compte bancaire, sans que le parti politique d'opposition dans ce pays ne puisse bénéficier des mêmes droits que les autres. Nous avons dû supporter la mise à l'index de Marine Le Pen à travers la volonté de la faire passer devant un psychiatre. Nous avons dû supporter pendant 1 an et demi le fait que nous ne représentions soi-disant plus rien. Et puis nous avons travaillé en parallèle. Nous avons changé de nom. C'est pas rien de changer de nom. On a fait notre propre révolution. Nous nous sommes réorganisés. Nous sommes en train de construire une liste qui va s'ouvrir largement, qui va aller chercher des gens qui peut-être étonneront parce que le Rassemblement national, c'est cette capacité à représenter les Français dans la diversité de ce qu'ils sont, mais unis derrière le drapeau tricolore. Alors pendant 1 an et demi, nous avons fait tout cela, nous avons dépassé tout cela, et nous sommes aujourd'hui, dans le dernier sondage, à 24% pour les élections européennes. C'est-à-dire que non seulement nous n'avons pas reculé, mais nous avons même progressé par rapport aux 21% du premier tour des élections présidentielles. Celles et ceux qui ont voulu enterrer Marine Le Pen, celles et ceux qui ont pensé que Marine Le Pen ne pouvait pas se remettre de cette campagne présidentielle, qu'elle a amené un résultat historique, se sont mis le doigt dans l'œil. Celles et ceux qui ont fait cela devront supporter de voir Marine Le Pen accéder à l'Élysée dans 4 ans, prête et fin prête. Pour que les Français nous fassent confiance, il faut 2 choses. Il faut que nous soyons unis et il faut que nous soyons crédibles. Il faut que nous soyons unis,
Nous le sommes, cette salle le prouve, nous sommes des combattants, nous avons décidé d'arriver au pouvoir, nous avons décidé de porter nos idées au pouvoir pour les appliquer et pas pour faire la même politique que les prédécesseurs. Nous sommes unis, notre mouvement aujourd'hui, à n'en pas douter, sait où il va. Mais il va falloir aller chercher celles et ceux qui ne votaient pas pour nous, celles et ceux qui de bonne foi n'ont pas cru en nous, celles et ceux qui parfois nous ont combattus, celles et ceux qui ont douté, celles et ceux qui ont trouvé mille et une raisons de ne pas voter pour nous, celles et ceux qui vous disaient « je voterai bien Marine Le Pen, mais elle est trop ceci, mais il le débat, mais elle est trop à gauche, mais elle est trop à droite, mais son environnement n'est pas celui que j'aimerais, mais elle est élue du Nord, mais elle vient pas assez dans le Sud ». Bref, toutes celles et ceux qui, pour masquer leur manque total de courage, n'ont pas voulu mettre un jour un bulletin de vote Marine Le Pen lors des élections présidentielles. Il va falloir qu'on aille les chercher. Il va falloir, ce que disait Montaigne, je vais vers celui qui me contredit. Nous allons aller vers celles et ceux qui nous contredisent. Nous allons aller vers celles et ceux qui, parce qu'ils se sont fait bourrer le mou pendant des mois par les médias, parce qu'ils ont cru à autre chose, se rendent compte aujourd'hui qu'il y a bien de la place pour une autre politique. Et puis nous allons être crédibles. Nous allons montrer que la politique que nous proposons, elle peut avoir des résultats. Le patriotisme économique, le patriotisme, le protectionnisme intelligent, celui qui est appliqué par Donald Trump, celui qui est appliqué par la Chine, celui qui est appliqué par les Russes, celui qui est appliqué par Israël. Oui, celui-ci mérite d'être appliqué en France, il produit des résultats. Nous allons aller leur expliquer que les experts en économie ne sont pas ceux qui sont actuellement au gouvernement et qui amènent les Français à moins de pouvoir d'achat et avec un chômage en hausse. Les experts en économie, c'est nous, parce que ce que nous proposons est en train de se réaliser à l'extérieur avec des résultats. Nous allons être crédibles parce que nous allons montrer que la souveraineté, c'est-à-dire la capacité à avoir en main les leviers de notre destin, nous allons la reconquérir. Si nous devons décider s'il y a du glyphosate dans notre pays, c'est aux Français, à travers leurs représentants à l'Assemblée nationale, de le décider et pas à Bruxelles. Si nous devons décider de qui vient dans notre pays, de qui s'y installe et pour combien de temps, c'est au peuple français de le décider selon ses critères et à personne d'autre. C'est ça la souveraineté, c'est reprendre les leviers de la décision, ces leviers qui sont transférés chaque jour un peu plus à l'Union européenne à travers la politique d'Emmanuel Macron. Et puis, nous allons continuer, et nous sommes bien les derniers à le faire, à défendre l'identité de notre pays. Vous savez, André Malraux disait la civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Eh bien, regardez, il y a un certain nombre de villes, et c'est l'élu du Nord qui vous parle et qui le dit, il y a un certain nombre de villes dans lesquelles la civilisation, c'est-à-dire l'environnement local, la ville, eh bien, a changé parce qu'une religion a pris le pas et a fait changer les repères. Moi, je viens du Nord, à Roubaix, 90 000 habitants, 60 000 habitants de confession musulmane. Évidemment, l'ambiance n'est plus exactement la même dans cette ville que lorsqu'il y avait une minorité d'habitants qui étaient de cette confession, parce que lors du Ramadan, parce que lors d'un certain nombre de fêtes, parce qu'il y a des gens qui considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République, alors ils font changer la civilisation, c'est-à-dire l'environnement juridique et social et culturel qui les entoure. Eh bien, nous sommes les derniers défenseurs de l'identité. Ce n'est pas un gros mot, la France ne vient pas de nulle part. La France, c'est un village sur 4 ou 5 qui s'appelle Saint quelque chose. Ce sont des églises dans toutes nos communes. Ça ne nous transforme pas en grenouilles de bénitier. Chacun croit en ce qu'il veut ou ne croit pas. Mais c'est notre histoire. Ici, il n'y a pas de burqa. Ici, il n'y a pas de burkini. Ici, on ne mange pas halal. Il faudra bien compter sur nous pour faire respecter ça. Les Gilets jaunes ont dit tout ça, en réalité. Même sur l'identité, en s'opposant ou en parlant du pacte de Marrakech, car ils en ont parlé, ils ont porté ce message. Les Gilets jaunes doivent nous interpeller, nous qui sommes des militants politiques et qui pouvons par ailleurs être aussi des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ne veulent pas ressembler à des hommes et à des femmes politiques. Les journalistes qui les poussent à faire des listes simplement le font par des calculs minables électoraux, pensant que tout cela pourrait nous faire régresser. Il n'en sera rien. Les Gilets jaunes mettent le doigt sur les échecs de 30 ans de politique menée alternativement par la droite et la gauche. Les Gilets jaunes nous mettent devant nos responsabilités de militants, devant nos responsabilités d'élus, qui sont celles de trouver des solutions pour notre peuple. Alors oui, il y a eu dans cet 1 an et demi, je crois, une méprise fabuleuse sur ce qu'était Emmanuel Macron, sur ce qu'était sa politique. Nous n'en attendions rien, mais beaucoup de Français, une majorité,
ont peut-être pensé que la vie serait plus douce avec Emmanuel Macron. Ils sont en train de s'apercevoir qu'elle est plus cruelle. Ce malentendu, il est même jusque dans les mots. Vous savez, c'est cette novlangue, cette nouvelle langue dont on nous abreuve, qui vise à transformer les mots pour faire passer des idées. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, et j'ai essayé de ne pas le faire, on parle non plus des départements, des régions, des communes, mais on parle des territoires. Mais les territoires, c'est quoi dans la bouche d'Emmanuel Macron? C'est là où vivent les ploucs? C'est ça les territoires? Cette novlangue insupportable, l'itinérance mémorielle, ces formules qui ne veulent rien dire, qui visent simplement à faire passer les Français pour des cons, simplement qui visent à vous faire comprendre qu'il y a une différence entre ceux qui pensent, ceux qui savent, ceux qui dirigent, et puis le reste de la population qui n'a qu'à ingurgiter. Eh bien, cette méprise fondamentale, nous allons la réparer au moment des élections européennes d'abord. Ces élections européennes, c'est l'enjeu. On va devoir se mobiliser parce que la première claque que va prendre Emmanuel Macron, on ne peut plus dire la fessée, puisque les députés à l'Assemblée nationale ont préféré faire un débat sur la fessée pendant les manifestations des Gilets jaunes. Eh bien, la première claque que nous allons mettre à Emmanuel Macron, c'est nous qui allons lui donner. Ce sont nous, les militants de la cause nationale, qui allons lui rappeler que nous sommes là, que nous existons, que nous représentons des millions de Français et que ces millions de Français vont se mobiliser pour le faire reculer dès le mois de mai prochain. C'est nous qui allons lui rappeler que contrairement aux Républicains, que contrairement à tous ces élus, nous ne défendons pas des prébendes. Nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons que la force de conviction, nous n'avons que la faiblesse de nos moyens, nous n'avons que la force que le peuple voudra bien nous donner. Nous ne défendons rien pour nous. Nous ne défendons aucune prébande, aucun carré, nous ne défendons que simplement l'idée que ce pays ne peut pas continuer à aller ainsi. Nous défendons la grandeur de ce qu'est la France et de ce qu'elle représente à travers le monde. Alors oui, chers amis, et j'en conclurai par là, soyons fiers de ce que nous défendons. N'acceptons plus de nous faire insulter, de baisser la tête, de nous faire traiter de fachos, de racistes, de xénophobes, d'homophobes. Non, n'acceptons plus cela, car le combat que nous portons, il est noble. Il est le combat qui va permettre à des générations à venir de pouvoir vivre dans le pays que nous aimons, avec les repères que nous aimons. Je terminerai par cette citation que j'aime beaucoup, qui est celle du saint curé d'Ars, qui disait « Un chrétien seul est un chrétien en danger ». Chers amis, un militant patriote, un militant de la cause nationale seul est un militant en danger. Serrons-nous les coudes.